Salut à tous, bienvenue sur Sahelia Link aux commandes, mais avec l'énergie de TPMP, vous me connaissez, on est là pour mettre le feu. Aujourd'hui, mes chéris, on part pour une destination de ouf, un pays magnifique, la Guinée-Bissau. Et attention, on ne va pas parler des plages, même si elles sont incroyables, non, non, non. On va parler des vraies stars, des légendes, des personnalités noires qui ont façonné ce pays, qui ont marqué son histoire. L'objectif, mes beautés, c'est de mettre un coup de projecteur monumental sur leurs contributions, leurs réalisations, parce que franchement, il y a des pépites que vous devez absolument connaître. C'est un hommage, un vrai, à ceux qui ont construit, qui ont inspiré, qui ont lutté. Alors, comment on va faire ça mes fanzouz? C'est simple, on va pas se prendre la tête, mais on va faire les choses bien, à la TPMP, mais avec une touche de sérieux. Faut pas déconner non plus quand on parle de héros. Pour chaque figure illustre, chaque titan dont on va parler, on va vous balancer des photos, des images d'archives si on en trouve, pour que vous puissiez mettre un visage sur ces noms qui résonnent. Et ce n'est pas tout! On vous a concocté des petites biographies, mais attention, pas des trucs chiants comme à l'école, non, des résumés punchy, qui vont droit au but, pour que vous compreniez direct l'impact de ces géants. On va décrypter leur parcours, leurs combats, leurs succès. Accrochez-vous bien à vos canapés mes chéris, parce qu'on va voyager dans le temps. On va explorer la richesse de la culture, de l'histoire, de la politique de la Guinée-Bissau à travers ses enfants les plus brillants. C'est une émission spéciale, un moment de partage et de découverte. On veut que vous ressortiez de cette vidéo avec des étoiles plein les yeux et une admiration sans borne pour ces hommes et femmes d'exception. Alors, montez le son, installez-vous confortablement et préparez-vous à être bluffés par la grandeur de la Guinée-Bissau et de ses héros. C'est parti mes petits potes, et que le spectacle commence. On va kiffer ensemble, c'est promis. Alors, mes chéris, on attaque direct dans le dur, avec du lourd, du très très lourd. On va parler des boss, des patrons, de ceux qui ont tenu les rênes de la Guinée-Bissau à des moments cruciaux de son histoire. Les présidents historiques, mes petits loups. Ce ne sont pas juste des noms sur une liste, ce sont des architectes, des visionnaires, parfois controversés, on ne va pas se mentir, mais qui ont indéniablement laissé une empreinte indélébile. On va essayer de comprendre leur parcours, leurs décisions, et surtout, l'impact qu'ils ont eu sur la société guinéenne. Parce que, diriger un pays, surtout après une lutte pour l'indépendance, c'est pas une mince affaire, croyez-moi. On commence évidemment par le commencement, avec les figures qui ont émergé au moment de la lutte pour l'indépendance, et dans les premières années de la nation. Pensez à l'effervescence, à l'espoir, mais aussi aux défis immenses. Ces hommes ont dû construire un État, unifier une nation, poser les fondations d'un avenir. C'était un chantier colossal, mes beautés. Imaginez un peu la pression sur leurs épaules. Ils devaient non seulement gérer les affaires courantes, mais aussi penser les plaies du passé colonial et tracer une voie vers le progrès. C'est un rôle qui demande un courage et une détermination hors du commun. Prenons par exemple Luis Cabral, le premier président de la Guinée-Bissau après l'indépendance, frère d'Amilcar Cabral, le héros de la libération, dont on parlera plus tard, c'est une évidence. Luis Cabral a pris les commandes dans un contexte post-conflit extrêmement difficile. Il a dû gérer la reconstruction, la réconciliation et la mise en place des institutions d'un nouvel État souverain. Son mandat a été marqué par des efforts pour stabiliser le pays, pour lancer des programmes de développement, notamment dans l'éducation et la santé. On va vous montrer des images de cette époque, c'est important de visualiser. On ne peut pas parler des présidents historiques sans évoquer les défis politiques internes, les tensions, parfois les coups d'État qui ont malheureusement secoué le pays. Chaque leader a dû naviguer dans ces eaux troubles, essayant de maintenir le cap. Certains ont réussi à apporter une certaine stabilité pendant leur mandat, d'autres ont été confrontés à des crises majeures. C'est ça aussi, l'histoire d'une jeune nation, mes chéris, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais chaque étape, même difficile, fait partie de l'apprentissage collectif et forge le caractère d'un peuple. Ensuite, il y a eu João Bernardo Nino Vieira. Une figure complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a dominé la scène politique pendant des décennies, avec des périodes au pouvoir et des périodes d'exil. Son parcours est intimement lié aux soubresauts de l'histoire politique guinéenne. Il a été à la fois un acteur clé de la guerre de libération, puis un dirigeant qui a dû faire face à des guerres civiles et à une instabilité chronique. Son impact est donc multiple, fait d'ombre et de lumière, et c'est important de le souligner pour avoir une vision complète. On va décortiquer, sans langue de bois, comment ces présidents ont tenté de gérer l'économie, souvent fragile,
d'un pays aux ressources limitées, mais au potentiel énorme. Quelles ont été leurs politiques agricoles, leurs tentatives d'industrialisation, leurs relations avec les partenaires internationaux? Ce sont des questions cruciales pour comprendre leur héritage. Parce qu'un président, c'est aussi un gestionnaire, un stratège économique, et ses décisions dans ce domaine ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des citoyens. On va essayer de rendre ça simple et compréhensible pour tout le monde. Leurs politiques sociales aussi, mes amis, sont fondamentales. Qu'ont-ils fait pour l'éducation, pour la santé, pour l'accès à l'eau potable? Ce sont ces aspects qui touchent directement le bien-être de la population. Un leader, un vrai, se mesure aussi à sa capacité à améliorer les conditions de vie de son peuple. Ont-ils réussi à réduire les inégalités, à promouvoir l'unité nationale au-delà des clivages ethniques ou régionaux? Ce sont des questions qu'on doit se poser, sans tabou. Il est crucial de comprendre que chaque président a opéré dans un contexte international spécifique, avec la guerre froide, puis la mondialisation, les pressions des institutions financières internationales. Ces facteurs externes ont souvent influencé leur marge de manœuvre. On ne peut pas juger leurs actions sans prendre en compte ces contraintes. C'est comme jouer un match de foot avec un arbitre qui change les règles en cours de jeu. C'est compliqué, mes petits loups. On va essayer de vous donner toutes les clés pour comprendre. En résumé, mes chéris, cette plongée dans l'histoire présidentielle de la Guinée-Bissau, c'est une façon de comprendre les fondations sur lesquelles le pays s'est construit. Avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs succès et leurs échecs, ces leaders ont façonné la trajectoire de la nation. Et c'est en connaissant ce passé, sans le juger avec nos yeux d'aujourd'hui, mais en essayant de le comprendre, qu'on peut mieux appréhender le présent et envisager l'avenir. Restez avec nous, parce que ce n'est que le début du voyage. Attention, attention mes beautés, on change de registre, mais on reste dans l'excellence. Après les hautes sphères de la politique, on plonge dans un univers qui fait battre le cœur de la Guinée-Bissau, la culture avec un grand C. Parce qu'un pays, ce n'est pas seulement des frontières et un gouvernement, c'est une âme, une identité. Et ça, ce sont les artistes, les musiciens, les écrivains qui la forgent et la font rayonner. Et croyez-moi, en Guinée-Bissau, il y a du talent à revendre, c'est un truc de ouf. On va parler de ces magiciens des mots, de ces virtuoses des notes, de ces gardiens des traditions qui ont porté haut les couleurs de la culture guinéenne, bien au-delà de ses frontières. Ces figures culturelles, ce sont des ambassadeurs, des passeurs d'émotions, et leur contribution est juste immense. Ils nous racontent des histoires, ils nous font danser, ils nous font réfléchir, et parfois même, ils nous donnent la force de nous battre. C'est puissant, la culture, mes chéris, ne l'oubliez jamais. Prenons par exemple la musique, un art majeur en Guinée-Bissau. Vous avez des artistes qui ont su mélanger les rythmes traditionnels avec des influences modernes pour créer un son unique, reconnaissable entre mille. Je pense à des légendes comme Zemanel, un nom qui doit vous dire quelque chose si vous êtes un peu connaisseur. Sa musique, c'est l'âme de la Guinée-Bissau qui s'exprime, avec ses joies, ses peines, ses espoirs. C'est le genre d'artiste qui ne triche pas, qui donne tout sur scène et dans ses textes. Et que dire de la littérature guinéenne? On a des auteurs qui ont su, avec une plume acérée et une sensibilité à fleur de peau, raconter les réalités de leur pays, son histoire complexe, les aspirations de son peuple. Des écrivains comme Abdoulaye Sylla par exemple, qui est considéré comme l'auteur du premier roman jamais publié en Guinée-Bissau. Ses œuvres explorent des thèmes sociaux et politiques importants, offrant un regard critique et éclairé sur la société. C'est ça aussi, le rôle de l'artiste. Être un miroir, parfois dérangeant, mais toujours nécessaire. Il y a aussi tous ces artistes qui travaillent dans l'ombre, les conteurs qui transmettent les légendes ancestrales de génération en génération, les danseurs qui expriment la vitalité et la diversité des ethnies du pays, les artisans qui créent des œuvres d'une beauté incroyable. Chacun, à sa manière, contribue à cette mosaïque culturelle foisonnante qui fait la richesse de la Guinée-Bissau. C'est un patrimoine vivant, qui évolue constamment, et c'est magnifique à voir. On va essayer de vous montrer des exemples concrets, des extraits, des images qui parlent d'elles-mêmes. Ces figures culturelles ont souvent joué un rôle crucial pendant les périodes difficiles, notamment durant la lutte pour l'indépendance. Leurs chansons, leurs poèmes, leurs pièces de théâtre étaient des armes pacifiques, des moyens de mobiliser les consciences, de maintenir l'espoir et de renforcer l'identité nationale. Amilcar Cabral lui-même, le grand leader, soulignait l'importance de la culture comme élément fondamental de la résistance. C'est dire à quel point c'est ancré dans l'ADN du pays. Leur contribution ne se limite pas à l'aspect artistique,
Beaucoup de ces personnalités sont aussi des voix qui portent, qui dénoncent les injustices, qui plaident pour le changement social. Ils utilisent leur notoriété pour mettre en lumière des problèmes, pour défendre les droits de l'homme, pour promouvoir l'éducation. Ce sont des citoyens engagés, qui ne se contentent pas de divertir, mais qui cherchent aussi à éveiller les esprits. Et ça, mes chéris, c'est admirable, franchement. On ne peut pas oublier l'impact de ces artistes sur la jeunesse guinéenne. Ils sont des modèles, des sources d'inspiration. Voir un compatriote réussir dans le domaine culturel, être reconnu internationalement, ça donne de l'espoir, ça montre que c'est possible, ça encourage les jeunes talents à éclore, à oser s'exprimer, à croire en leurs rêves. C'est un cercle vertueux qui est essentiel pour le dynamisme culturel d'une nation. Alors, mes petits loups, quand vous écouterez une chanson guinéenne, quand vous lirez un livre d'un auteur de là-bas, ou quand vous verrez une œuvre d'art, pensez à tout ce qu'il y a derrière. Pensez à ces hommes et femmes qui mettent leur âme et leur talent au service de leur culture et de leur pays. Ils méritent notre respect, notre admiration et surtout notre écoute. La culture guinéenne est un trésor, et ces figures en sont les gardiens les plus précieux. On continue notre exploration, ne bougez pas, le meilleur est à venir. Mes chéris, après la politique et la culture, on s'attaque à un autre pilier fondamental de toute société qui veut aller de l'avant, l'éducation, avec un grand E, s'il vous plaît. Parce que sans éducation, pas de développement, pas de progrès, pas d'avenir radieux. C'est la base de tout, le ciment qui permet de construire des citoyens éclairés, critiques et capables de prendre leur destin en main. En Guinée-Bissau, comme partout ailleurs, des hommes et des femmes se sont battus, et se battent encore, pour que le savoir soit accessible à tous. On va donc rendre hommage à ces figures éducatives, souvent moins médiatisées que les politiciens ou les artistes, mais dont le travail est absolument crucial. Ce sont des enseignants, des directeurs d'école, des réformateurs, des penseurs qui ont consacré leur vie à transmettre la connaissance, à ouvrir les esprits, à former les générations futures. Leur impact est peut-être moins visible immédiatement, mais il est profond et durable. Ce sont les architectes de l'intelligence d'une nation, mes petits loups. Imaginez le défi dans un pays comme la Guinée-Bissau, qui a connu des périodes de troubles, qui a dû construire son système éducatif à partir de presque rien après l'indépendance. Il fallait former des maîtres, construire des écoles, souvent avec des moyens dérisoires, élaborer des programmes scolaires adaptés à la réalité du pays. C'est un travail de titan, qui demande une foi inébranlable en l'avenir et un dévouement sans faille. Ces pionniers de l'éducation méritent une standing ovation, franchement. On peut penser à tous ces instituteurs anonymes, qui, dans les villages les plus reculés, avec peu de matériel, parfois sous un arbre faute de salle de classe, s'efforcent d'apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants. Leur engagement est une source d'inspiration. Ils sont la première ligne de ce combat pour l'alphabétisation et l'émancipation par le savoir. Ce sont des héros du quotidien, et il est important de saluer leur travail acharné et leur passion. Il y a aussi eu des personnalités qui ont joué un rôle clé dans la structuration du système éducatif au niveau national. Des ministres de l'éducation visionnaires, des universitaires qui ont contribué à la création des premières institutions d'enseignement supérieur, des pédagogues qui ont réfléchi à des méthodes d'enseignement innovantes. Leur objectif commun, donner aux jeunes Guinéens les outils intellectuels nécessaires pour bâtir leur propre avenir et celui de leur pays. L'éducation, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances académiques. C'est aussi inculquer des valeurs, former des citoyens responsables, promouvoir l'esprit critique. Les figures éducatives dont nous parlons ont souvent eu cette vision holistique de l'éducation. Elles ont cherché à développer le plein potentiel de chaque enfant, à encourager la curiosité, la créativité et le sens du service à la communauté. C'est un investissement à long terme, mais c'est le plus rentable qui soit. Le rôle de l'éducation dans la promotion de la culture nationale est également fondamental. En intégrant l'histoire, les langues, les traditions guinéennes dans les programmes scolaires, ces éducateurs ont contribué à renforcer l'identité nationale et la fierté d'appartenir à ce beau pays. C'est essentiel pour qu'une nation se connaisse, s'assume et puisse dialoguer d'égal à égal avec les autres cultures du monde. L'éducation est une passerelle entre le passé, le présent et l'avenir. Bien sûr, les défis restent immenses dans le secteur de l'éducation en Guinée-Bissau. Manque de moyens, d'infrastructures, taux d'analphabétisme encore élevé dans certaines régions. Mais les efforts consentis par ces figures éducatives et par ceux qui continuent leur œuvre aujourd'hui
sont la preuve d'une volonté farouche de surmonter ces obstacles. Chaque enfant scolarisé, chaque jeune diplômé est une victoire, une promesse pour l'avenir. Alors, mes beautés, quand on parle de développement, n'oublions jamais l'importance cruciale de l'éducation et de ceux qui la portent. Ces hommes et femmes qui ont dédié leur vie à l'instruction et à la formation sont des bâtisseurs de l'ombre, mais leur héritage est lumineux. Ils ont semé des graines de savoir qui continueront de germer et de porter leurs fruits pendant des générations. Un grand bravo à eux, et on espère que leur exemple inspirera encore beaucoup de vocations. On passe à la suite, restez branchés. Mes chers amis, on retourne dans le feu de l'action, dans l'arène où se jouent les destins d'une nation, la politique. Avec un grand P bien sûr, parce que c'est du sérieux, même si parfois on a envie d'en rire ou d'en pleurer, c'est selon. Au-delà des présidents dont on a déjà parlé, il y a une multitude d'autres figures politiques qui ont marqué, et marquent encore, la Guinée-Bissau. Des ministres, des députés, des leaders de partis, des activistes. Chacun avec son style, ses convictions et son impact. Ces personnalités politiques, ce sont celles qui animent le débat démocratique, qui proposent des visions différentes pour le pays, qui portent les aspirations de telle ou telle frange de la population. Ils sont souvent au cœur des négociations, des alliances, mais aussi des confrontations d'idées. C'est un monde complexe, parfois impitoyable, mais essentiel au fonctionnement d'un État. On va essayer de mettre en lumière quelques-unes de ces figures qui ont compté. On peut penser à des hommes et des femmes qui ont occupé des postes ministériels clés, et qui, par leurs décisions, ont influencé des secteurs entiers de la société. Un ministre de l'économie qui lance une réforme audacieuse, un ministre de la justice qui se bat pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, un ministre des Affaires étrangères qui défend les intérêts de la Guinée-Bissau sur la scène internationale. Leurs actions ont des conséquences directes et tangibles. Il y a aussi les leaders de l'opposition, mes petits loups. Leur rôle est crucial dans une démocratie. Ils sont là pour critiquer, pour proposer des alternatives, pour s'assurer que le pouvoir en place ne dérive pas. Ce n'est pas toujours un rôle facile, surtout dans des contextes politiques parfois tendus, mais il est indispensable. Une opposition constructive et vigilante est un gage de bonne santé démocratique. On salue ceux qui ont eu le courage de porter cette voix, parfois au péril de leur carrière ou de leur sécurité. N'oublions pas les figures qui ont émergé de la société civile pour entrer en politique, portées par une cause, par une indignation, par une volonté de changer les choses de l'intérieur. Des syndicalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des leaders communautaires qui ont décidé de franchir le pas pour faire entendre la voix des sans-voix au plus haut niveau. Leur parcours est souvent inspirant et témoigne d'un engagement citoyen profond. Certaines figures politiques se sont distinguées par leur éloquence, leur capacité à mobiliser les foules, à incarner un espoir. D'autres, plus discrets, ont été des négociateurs hors pair, des artisans de compromis, essentiels pour dénouer des crises politiques. Chaque style a son importance, chaque contribution compte dans la grande fresque de l'histoire politique d'un pays. On va essayer de vous donner des exemples variés pour illustrer cette diversité. Il est important de noter que la scène politique guinéenne, comme beaucoup d'autres, a été marquée par des périodes d'instabilité. Dans ces moments-là, certaines figures politiques ont joué un rôle de médiateur, de pacificateur, tentant de ramener le calme et de trouver des solutions consensuelles. Leur courage et leur sens des responsabilités sont à souligner, car sans dialogue, il n'y a pas de sortie de crise possible. On doit aussi parler de la place des femmes en politique en Guinée-Bissau. Même si elles sont encore sous-représentées, comme dans beaucoup de pays du monde, certaines femmes ont réussi à briser le plafond de verre, à occuper des postes importants et à influencer les décisions. Leur parcours est souvent semé d'embûches, mais leur présence est essentielle pour une représentation plus équilibrée et pour apporter des perspectives différentes. On espère voir de plus en plus de femmes leaders émerger. En définitive, mes chéris, ces figures politiques, avec leurs ambitions, leurs idéaux, leurs stratégies et parfois leurs erreurs, sont les acteurs d'une pièce qui se joue en permanence, la construction de la nation. Leur histoire est intimement liée à celle de la Guinée-Bissau, avec ses espoirs, ses défis, ses succès et ses échecs. Comprendre leur rôle, c'est comprendre une partie de l'âme politique du pays. C'est un chapitre passionnant et on n'a pas fini de vous surprendre. Alors là, mes chéris, attention, on arrive au sommet, au monument, à la figure qui transcende toutes les catégories dont on a parlé jusqu'ici. Un homme dont le nom est synonyme de Guinée-Bissau, de lutte, d'intelligence et de vision. Je veux bien sûr parler d'Amilcar Cabral. Franchement, si vous ne connaissez pas ce nom, c'est le moment ou jamais de vous rattraper, parce que c'est une légende, un titan,
un des plus grands penseurs et leaders africains du XXe siècle. Rien que ça, Amilcar Cabral, ce n'était pas juste un chef de guerre, mes petits loups. C'était un intellectuel brillant, un ingénieur agronome, un poète, un théoricien de la libération. Il avait une vision incroyablement claire de ce que devait être une lutte anticoloniale et de ce que devait devenir une nation indépendante. Ses idées ont inspiré des mouvements de libération partout dans le monde, bien au-delà des frontières de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, dont il était également originaire. Né en Guinée-Bissau, éduqué à Lisbonne, il aurait pu choisir une vie confortable. Mais non. Son amour pour son peuple et sa soif de justice étaient trop forts. Il a cofondé le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, et a organisé l'une des luttes armées les plus efficaces et les plus intelligentes contre une puissance coloniale. Il ne s'agissait pas seulement de prendre les armes, mais de gagner les cœurs et les esprits, de construire une nouvelle société dans les zones libérées. Ce qui est fascinant chez Cabral, c'est sa capacité à allier la théorie et la pratique. Il a écrit des textes fondamentaux sur la culture comme arme de libération, sur l'importance de l'unité nationale, sur le rôle des paysans et des intellectuels dans la Révolution. Il disait « Ne revendiquez aucun privilège que le peuple ne possède pas ». Ça, c'est la marque d'un grand leader, humble et connecté à la base. On va vous montrer des extraits de ses discours, c'est puissant, vous allez voir. Son impact sur la société guinéenne est immense, même s'il a été assassiné en 1973, quelques mois seulement avant la proclamation unilatérale de l'indépendance qu'il avait tant préparée. Son héritage, ce sont les fondations mêmes de l'État guinéen. Les écoles, les hôpitaux, les structures administratives mises en place dans les zones libérées sous sa direction ont servi de modèle pour le pays indépendant. Il avait une vision pour l'éducation, pour la santé, pour l'agriculture, qui était profondément humaniste et progressiste. Au-delà de la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral est une figure respectée et étudiée dans le monde entier. Ses analyses sur le colonialisme, le néocolonialisme et les défis du développement des pays du Sud restent d'une actualité brûlante. Il fait partie de ce panthéon des grands libérateurs africains, aux côtés de Nkrumah, Lumumba, Nyerere, Mandela. C'est un géant dont la pensée continue d'éclairer ceux qui luttent pour la dignité et l'autodétermination. Son assassinat a été une tragédie terrible, un coup dur pour la Guinée-Bissau et pour toute l'Afrique. On peut se demander ce que serait devenu le pays s'il avait pu le diriger après l'indépendance. Mais son esprit, ses idées, continuent de vivre à travers ceux qui se réclament de son héritage, à travers les institutions qui portent son nom, à travers la mémoire collective de son peuple. Il est le père de la nation, incontestablement. Aujourd'hui encore, se référer à Cabral, c'est se référer à des idéaux d'intégrité, de dévouement au peuple, de justice sociale. C'est un phare, une boussole morale. Bien sûr, son héritage est parfois l'objet de débats, d'interprétations diverses. C'est normal pour une figure de cette envergure. Mais personne ne peut nier l'impact colossal qu'il a eu et continue d'avoir. Il a redonné sa dignité à un peuple et l'a mis sur la carte du monde. Alors voilà, mes chéris, Amilcar Cabral, c'est plus qu'une figure marquante, c'est l'âme de la Guinée-Bissau. Un homme qui a rêvé d'un avenir meilleur pour son peuple et qui a donné sa vie pour ce rêve. Son histoire est une leçon de courage, d'intelligence et d'humanité. Et c'est sur cette note d'admiration profonde qu'on va bientôt conclure notre voyage. Mais pas avant de vous dire une dernière chose. Restez là, c'est important. Et voilà mes petits loups, notre voyage au cœur des personnalités qui ont fait la Guinée-Bissau touche à sa fin pour aujourd'hui. Franchement, j'espère que vous avez kiffé autant que moi à redécouvrir ces héros, ces figures emblématiques qui ont tant donné à leur pays. On a essayé de vous montrer différentes facettes, de la politique à la culture, en passant par l'éducation, et bien sûr, l'incontournable Amilcar Cabral. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous, pour votre attention, votre fidélité. C'est grâce à vous qu'on peut faire des émissions comme ça, qui mettent en lumière des histoires qui méritent d'être racontées. Mais attention, ce n'est pas parce que la vidéo se termine que le voyage s'arrête. Au contraire, mes beautés, considérez ça comme une introduction, une mise en bouche. Je vous encourage à fond à creuser davantage, à lire sur ces personnalités, à chercher d'autres figures guinéennes qui méritent d'être connues. L'histoire et la culture de la Guinée-Bissau sont d'une richesse incroyable, et il y a tellement plus à apprendre. Faites vos propres recherches, soyez curieux, c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. Et surtout, mes fanzouz, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, alors faites tourner. Partagez-la avec vos amis, votre famille, sur vos réseaux sociaux.
Plus on sera nombreux à connaître et à reconnaître les contributions exceptionnelles des personnalités noires de Guinée-Bissau, plus on rendra hommage à leur mémoire et à leur héritage. C'est en partageant qu'on sensibilise, qu'on éduque et qu'on construit des ponts entre les cultures. Alors, à vous de jouer. Merci encore 1000 fois, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao mes